tous. Merci beaucoup de cette invitation. Merci aussi à Anne-Marie de nous avoir ouvert cette journée en justement ouvrant toutes ces portes et nous incitant à reprendre un peu le fil avec notre écriture. Moi, je vous propose de revenir sur certains éléments qu'elle a d'ailleurs annoncés en ce qui concerne l'invention de l'écriture, c'est-à-dire vraiment le début. Voilà. Le début de cette histoire. Nous avons effectivement tous appris que l'écriture était née dans les villes et qu'elle avait servi très rapidement à résoudre des problèmes complexes. On sera certainement aussi tous d'accord pour dire que c'est une invention bien particulière et qui, aujourd'hui encore, nous implique tous d'une manière sensible dans sa réalisation. Et de fait, pour commencer à parler de son invention, je vous propose de vous lire une histoire, puisqu'après tout, écriture et histoire en général font bon ménage. On a dit beaucoup de choses de nous qui avons inventé l'écriture. Sumériens, Égyptiens, Arapéens, Chinois, Crétois, Germains. On a laissé entendre que le développement de nos villes nous avait conduit à trouver des solutions pour mieux nous organiser et que l'écriture avait été une ingénieuse réponse à ces nouveaux défis. Même si tout cela est vrai, notre quête était bien plus profonde et l'occulter aujourd'hui, c'est comme enlever le rêve d'Icare aux premiers hommes volants. Notre histoire commence bien avant les villes et leurs besoins. Nous étions dans nos villages où nous élevions des animaux, où nous cultivions des plantes dans des champs que nous avions appris à irriguer. Pour la première fois, nous agissions sur ce monde qui nous entourait. Nous modifions ce que la nature nous offrait. Dans cette aventure exaltante, nous avons continué d'agir, de modifier, de travailler, de nous appliquer sur tout ce qu'elle nous offrait. L'argile que nous modelions, la course des astres que nous mesurions, les bois et les collines que nous aménagions. Nous savions depuis longtemps que le feu, qui nous accompagnait depuis la nuit des temps et sur lequel nous veillons, était alors notre meilleur ami. Grâce à lui, en apprenant à augmenter sa température, nous faisions subir des transformations incroyables à la matière. Nous étions capables avec lui de créer en quelques heures ce que la nature mettait des millénaires à fabriquer. Et alors, enivrés de ces découvertes, nous avons expérimenté, travaillé, mêlé toutes les matières à notre disposition, même celles qu'il fallait aller chercher très loin. Dans cette recherche obsessionnelle, nous avons fini par réaliser l'impensable. Nous avons créé une nouvelle matière. On l'appelle bronze. Elle est divine et elle est éternelle. Et pourtant, elle change, elle vit, elle se transforme, elle nous permet 1000 nouvelles choses inimaginables jusqu'alors. Avec elle, nous devenons aussi créateurs, créateurs d'une nouvelle matière, mais aussi créateurs de nouvelles formes. Et surtout, nous modifions aussi en nous des états. Nous voyons surgir en nous de nouvelles formes. Tout comme elle, nous nous transformons. Nous avions créé une matière nouvelle qui nous transformait. Une matière durable, résistante, capable de transcender les temps. Elle nous ouvrait les portes de l'éternité. Alors nous avons continué. En nous, il y avait des rêves, des pensées, des élans qui nous portaient vers les dieux parce qu'ils en avaient déjà l'essence. Comment les leur rendre? Comment les remercier de tous leurs bienfaits? Comment faire savoir que leurs messages, même indicibles, sont éternels? Alors nous avons continué et nous avons créé sans matière. Mais quel prodige! Ces messages divins prenaient forme dans ces petits dessins qui concentraient toute l'énergie de la réalité créée par les dieux. Nous devenions capables de traduire, de transcrire dans la matière du monde et libère tout à la fois. Ils étaient pour nous le chant des dieux, s'inscrivant dans la matière. Ils étaient aussi prodiges des hommes qui s'élèvent au-dessus de leurs conditions et dépassent les limites de temps et d'espace de leur propre vie. Ils furent une expérience incroyable d'expansion et d'ouverture. Avec eux, tout changea. Nous n'étions plus les mêmes. Le monde n'était plus celui que nous connaissions
et depuis là où nous étions parvenus, les dieux ne nous parlaient plus de la même manière. Inlassables chercheurs d'éternité, assoiffés de hauteur et d'amplitude, cherchant toujours à croiser le regard des dieux, nous avons continué notre quête. Puisque tous les espaces communiquent, puisque tous les peuples sont fils du divin, puisque le cœur qui bat en chacun résonne au même rythme que celui des autres, nous avons fait de ces signes les porteurs de nos pensées, les arpenteurs de nos raisonnements et les messagers de nos paroles. Nous voulions vous le dire, que les hommes d'aujourd'hui se souviennent que quand ils tracent leurs lettres, quand ils laissent leurs mains courir sur la page et que leurs pensées jaillissent en signes, qu'ils sachent qu'ils avancent sur ce chemin que nous avons tracé, qu'ils cheminent vers leur propre profondeur, qui les mène au plus sacré, au plus élevé et au plus pur, là où les vents qui tournent sont le souffle des dieux. Qu'ils se souviennent qu'ils sont depuis toujours capables de bien plus qu'ils n'imaginent. Alors je vous propose de reprendre ce cheminement, puisque j'ai appris que quand on apprend aujourd'hui à écrire, finalement on parcourt encore ce chemin. Donc cette invention si particulière, nous l'avons réalisée, les hommes, il y a plus de 5000 ans. Et pour retrouver cette histoire de cette technique si particulière, il faut remonter en fait jusqu'en Mésopotamie, auprès du peuple sumérien, sur les rives de l'Euphrate, là où se déroule ce que l'on a appelé la révolution néolithique, c'est-à-dire où l'homme agit sur l'environnement. Vous voyez ici toute cette ville, et puis surtout cette action sur les matières. C'est ce qui nous intéressera, notamment sur l'argile, par exemple ici. Et puis après la terre, les hommes vont continuer à transformer ces matières premières et notamment à manier des métaux. Et dans un premier temps, ils les manient simplement et puis ensuite, ils vont les chauffer. Et à partir du moment où ils chauffent les métaux et où ils inventent le bronze, ce qui est vraiment en soi une petite révolution, parce que pour faire du bronze, il faut deux matières, le cuivre et l'étain, que l'on ne trouve absolument pas au même endroit. Donc ça nécessite aussi toute une organisation logistique et réellement une quête. En tout cas, à partir du bronze, les hommes créent une première matière. Elle est durable, elle est solide et surtout, il intervient sur le processus temporaire, puisqu'il est capable de créer en quelques heures ce que la nature met beaucoup de temps à produire, mais aussi, avec le bronze, l'homme travaille avec des moules. Et les moules, c'est aussi un procédé tout à fait nouveau. Et les moules se créent autour d'un vide, et il est évident qu'en créant de nouvelles formes physiques, c'est-à-dire par exemple avec les métaux on crée des anneaux. Les anneaux on ne les fait pas en pierre, on ne les fait pas en argile, on les fait en métal. Et donc il y a des nouvelles formes que l'homme réalise et ces nouvelles formes correspondent aussi à une libération finalement de formes mentales. Donc avec cette recherche-là, on passe une étape. Une étape que l'homme va ressentir aussi, puisque dans cette transformation externe, il mesure aussi une transformation interne à lui-même. Dans cette recherche-là, et c'est vraiment dans ce moment en Mésopotamie, qu'apparaissent les premiers signes d'écriture qui sont des pictogrammes et qui sont ce que vous voyez sur votre gauche, cette première tablette, une des plus anciennes que nous connaissions, qui date de 3300 avant notre ère, où chaque pictogramme représente un signe, représente ce qu'elle désigne. Un épi représente une récolte, une main et un pain, le fait de saisir, mais ce qui nécessite quand même de la part des hommes d'avoir extrait d'une réalité ce qu'elle avait d'essentiel pour pouvoir la synthétiser dans un petit symbole. Et puis ensuite, parce que cette écriture-là ne permet que de décrire des choses, ensuite l'homme va rapporter un signe à un son. Et à partir de là, il y a à nouveau une grande libération parce que à ce moment-là, on peut absolument tout traduire.
On peut écrire liberté, on peut écrire voyage, on peut écrire rêve, hein, ce que l'on ne pouvait pas faire avant. Donc à partir de là, en fait, on libère tout. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'à partir du moment où un signe correspond à un son, on pourrait le traduire, enfin ça pourrait écrire n'importe quelle langue. Et à l'époque, il y a d'autres peuples que les Sumériens qui entendent parler et qui voient cette invention, et notamment les Égyptiens. Mais alors ce qui est vraiment extraordinaire avec l'écriture, c'est que dans un premier temps, hein, pour les premières, aucun peuple ne copiera l'écriture d'un autre. Je crois que c'est même unique pour n'importe quelle invention, en fait. Hein. Mais chacun va entreprendre le chemin qui le mène à sa propre écriture. Alors, on le connaît bien sûr dans les hiéroglyphes égyptiens, qui ne portaient pas ce nom-là pour les Égyptiens, qui s'appelait effectivement « Parole des dieux », et qui, eux aussi, hein, l'ont vraiment inventé. Alors, ils l'inventent à peu près à la même époque, en 3200 avant notre ère, et au moment où le pays s'unifie, d'ailleurs, hein, sous l'autorité de Pharaon, et l'écriture, d'ailleurs, elle-même fait montre d'un esprit de synthèse. Et là aussi, chaque signe tracé, pour les Égyptiens, c'est assez fabuleux, chaque image crée une nouvelle réalité. Chaque signe est vrai. Et en fait, le signe qui signifie écrire se dit graver, forcément, mais c'est le même signe que donner la vie. Voilà. Donner la vie, écrire, graver, c'est la même chose dans l'esprit des anciens Égyptiens. La réalité, l'écriture, elle crée une réalité nouvelle. Et dans cet acte créateur qui est éminemment sacré, on va le retrouver aussi un peu plus tard dans le peuple chinois, qui lui aussi connaissait d'ailleurs les signes mésopotamiens, hein, mais qui crée sa propre écriture. Et là, en plus, avec une dimension très particulière, puisque ces signes-là ne s'adressent qu'aux dieux. La première écriture chinoise, elle sert à la divination. Donc c'est vraiment une communication avec les esprits. Elle apparaît un peu plus tôt, hein, en 1300 avant notre ère, et elle va rester pendant un temps à l'usage exclusif de cette relation divine. Et puis, je vous le disais, hein, de nombreux peuples vont créer leur propre écriture. Par exemple, ici, vous avez en haut à droite 2 plaquettes qui sont des sceaux qui viennent de Mohenjo-Daro, c'est dans la vallée de l'Indus, aujourd'hui en Inde, et qui associe un dessin avec des signes. C'est une écriture dont on a trouvé des petites phrases très courtes et qui n'a pas été traduite. En dessous, tout à fait à droite, vous avez une plaquette qui vient de l'île de Crète, qu'on appelle le linéaire A. Alors, la Crète, c'est une petite île, mais alors extraordinaire, parce que elle a créé carrément 4 écritures différentes, c'est pour vous dire. Et en tant que telle, hein, c'est-à-dire ce peuple en a créé plusieurs pour son usage. Et quand, par exemple, elle va être envahie par les Hellènes, eh bien, pour eux, elle créera une nouvelle écriture. Elle n'utilisera pas celle qu'elle avait au préalable. Vous avez aussi les glyphes mayas à côté, hein, que vous avez peut-être reconnus. Et puis, la stèle, elle, c'est du Furtark, c'est-à-dire l'ancienne écriture qui donnera les runes, qui, elle aussi, que l'on a retrouvées sur des grandes pierres et parfois dressées vers le ciel. Donc chaque fois, les peuples, même connaissant les autres écritures, créent la leur propre. Et finalement, l'écriture va effectivement permettre à l'homme de dépasser toutes les limites qui sont liées à l'oralité, puisque grâce à elle, il va pouvoir perdurer dans le temps. Et puis sa parole va pouvoir, elle aussi, se répandre sur la terre. Vous le savez aussi, à partir de l'écriture, on parle de temps historique et le rapport de l'écriture à la temporalité est en ce sens particulière. Et puis, cette écriture va permettre, aujourd'hui on le sait hein, très clairement, d'amplifier les capacités d'abstraction et aussi les progrès intellectuels des hommes, notamment dans cette capacité d'amplifier
la mémoire et la mémoire collective. Elle va s'enrichir bien sûr de l'alphabet, hein, et là c'est un petit peu une autre histoire, mais en tout cas son histoire n'est visiblement pas terminée, puisqu'aujourd'hui des écritures, nous en connaissons des 1000 et des 100, et qu'elle contient toujours ce pouvoir très identitaire, puisque finalement, quand nous-mêmes nous écrivons, hein, on sent bien que l'écriture, c'est un peu plus qu'une technique. Voilà, merci beaucoup. Alors, il y avait une question dans le public. On se disait que écrire, c'est donner un message et c'est accepter de s'ouvrir à l'interprétation de l'autre. Que pensez-vous de cela et quelle est votre expérience? Vous avez parlé de beaucoup d'expériences personnelles et d'ateliers avec d'écriture. Toi aussi, tu es rentré quand même dans l'idée que l'écriture progressivement prend des formes différentes. Est-ce que c'est le message qui s'adapte à la population ou c'est le récepteur ou celui qui reçoit qui progressivement va s'adapter au message? Je ne sais pas qui de vous deux peut répondre. Vous avez un micro, pardon. Il faudrait donner un micro. Il faut récupérer le micro pour pouvoir bien vous entendre. Ok, vas-y. Je pense que c'est... Il faut l'allumer, il faut l'allumer. Là. Voilà. Oui, ça y est. Ok. Oui, je pense que c'est exactement les deux choses dont tu as parlé. C'est à la fois quand on écrit, on imprime sa marque à soi, on a son style, sa manière d'écrire, sa manière de s'exprimer, et en même temps le récepteur, lui, il va non pas s'adapter, mais il va entendre, comprendre un certain nombre de choses, et ça va peut-être le faire bouger dans sa façon de voir les choses. C'est-à-dire que c'est vraiment un échange, je trouve, qui est constructif. Quand on n'écrit pas que pour soi. Je n'ai pas dans l'idée qu'à un moment quelconque, on ne puisse pas se dire que quelqu'un va le lire. Il me semble. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça. Même si je ne le fais pas exprès, même si je ne dis pas, tiens, je vais écrire pour que quelqu'un me lise. Mais il n'empêche, on a toujours quand même le récepteur en tête. D'accord. Et donc, l'idée, c'est que la pensée qui est mise sur papier puisse se prolonger par l'interprétation et le paysage intérieur de celui qui le lit. Absolument. Elle a une couleur quand on l'écrit et elle prend des couleurs différentes dans la tête de chacune des personnes, qui va l'intégrer et qui va en faire autre chose qui va être proposé à d'autres encore. D'accord. Nathalie, tu veux continuer? Oui. Oui. Il va pas me cracher dessus. Moi, ce à quoi ça m'a fait penser, en fait, c'est que l'écriture, elle est vraiment très, très vivante, finalement, à la fois dans ce que tu viens de dire, mais aussi dans sa propre histoire. Parce que, bon, moi, je connais mieux les anciennes écritures, mais les premières écritures, elles n'étaient pas faites pour être lues, par exemple. Hein, les premières tablettes cunéiformes, là, elles étaient écrites et puis ensuite elles étaient stockées dans une bibliothèque et jamais personne n'a été les lire. Les rouleaux de papyrus, hein, il y a des rouleaux qui font 20 mètres de long. A priori, le début de l'histoire est au milieu, donc vous imaginez bien que ça ne se lit pas. Voilà, on l'écrit et puis après, on le conserve. Donc le rapport, ne serait-ce que la lecture, c'est quelque chose qui est inventé plus tard. Les épopées comme celle de Gilgamesh dont tu as parlé aussi. Et je trouve que ça fait partie de tout ce cheminement, en fait, de cette évolution, de toutes les possibilités, en fait, que couvre l'écriture. Après, je trouve qu'effectivement, elle permet ça, hein, c'est-à-dire ce miroir, et même plus, puisque on lit une histoire aujourd'hui, on la regarde d'une certaine manière, on la comprend d'une certaine façon, et puis on la relira 15 ans plus tard, c'est toujours les mêmes mots,
peut-être même le même livre, et puis ça résonnera différemment. Voilà. D'accord. Certaines personnes parlent de mort, de petites morts, une fois que l'écrit est fixé sur le papier. Donc, ce que vous donnez à comprendre, c'est justement le contraire. C'est la vie, mais une vie plus implicite et qui va au-delà de la trace figée, finalement. Oui. Donc, En tout cas, elle échappe, il me semble, qu'elle échappe à son auteur, finalement. J'avais une question, alors à ce moment-là, c'est un peu plus personnel. Dans ce dont tu as parlé, Anne-Marie, tu as parlé beaucoup de l'aspect révolutionnaire de l'écriture. C'est clair que, par exemple, en Belgique, toute l'origine et l'évolution de l'écriture a été monopolisée beaucoup par la religion catholique, par exemple. Donc, avec une idée de domination, une idée que certaines choses étaient proposées simplement à la lecture. Donc, la lecture a été beaucoup plus alimentée au départ que l'écriture, étant un acte beaucoup plus acteur et beaucoup plus, justement, transformateur de la société. Est-ce que vous pensez qu'avec l'apport du digital, du numérique, avec cette nouvelle alphabétisation qui passe par l'ordinateur, on dit que maintenant les analphabètes, ce sont ceux qui ne savent pas utiliser un clavier, est-ce que vous avez l'impression que cette révolution ou cette domination prend d'autres formes ou justement s'estompe grâce au numérique? Alors, s'estomper, moi, je ne crois pas. Je pense qu'elle prend une autre forme et que ça donne peut-être le moyen de s'exprimer plus facilement à des gens qui ne l'auraient pas fait, qui auraient eu peur prendre une plume et écrire sur une feuille. C'est peut-être... ça peut faire davantage peur que d'écrire de façon plus simple et d'écrire avec des méthodes ou des outils qui sont plus adaptés aujourd'hui à ce que l'on utilise de manière habituelle. Donc, alors, après, le sujet, c'est, pour ne pas être conservateur, comment est-ce qu'on accepte d'autres formes d'écriture, une écriture sur un autre support. Ça me fait penser à autre chose qui n'est pas qui est de l'ordre de l'écriture. Mais par exemple, quand les premiers cinéastes ont décidé de faire des films avec leur iPhone, waouh, ça a été considéré comme étant un cinéma de bas étage. Et aujourd'hui, l'écriture, elle peut prendre tout un tas d'autres formes. Il faut juste qu'on se dise que cette nouvelle écriture, c'est pas celle que nous, on a connue il y a un certain temps, et qu'elle a un intérêt, une beauté, c'est autre chose. Mais c'est à partir du moment où c'est une forme d'expression, je pense que c'est mieux. Ça ne s'estompe pas du tout, je crois, moi. D'accord. Je sais pas. Oui. Je partage tout à fait. D'accord. Ok. Oui, peut-être quand on parle de domination, il y a peut-être une autre forme de domination qui est plus la domination financière. On l'a vu, là je parle plus en tant que pédagogue et avec la situation du Covid, on a vu que par exemple les inégalités entre les familles et l'accès à la connaissance s'est amplifié pendant le Covid. Parce que des familles qui n'avaient pas accès aux dernières technologies, eh bien, les enfants ne pouvaient pas suivre ce que les enseignants proposaient ou tous les programmes qui étaient proposés par le numérique. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Peut-être, c'est une question, peut-être qu'aujourd'hui, la discrimination et la domination est plus financière et de l'ordre économique que culturelle. C'est une question. Tu veux répondre financière par rapport aux outils. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, alors oui, peut-être que, mais auparavant. C'est ce qu'on a vu au niveau. C'est juste une conclusion au niveau du Covid. Oui. C'est qu'on a cru que les enfants allaient pouvoir récupérer, pouvoir justement accéder à des programmes de façon plus ouverte. Et on a vu qu'en réalité, l'écart se creuse parce qu'aussi les adultes qui accompagnent les enfants doivent être avoir une certaine connaissance pour accompagner ces outils numériques aussi. Oui, donc, alors c'est vrai qu'auparavant, l'instruction ne passant que par le livre était aussi quelque chose de cher.
Donc, il n'y avait pas forcément beaucoup de livres, Oui. mais les livres étant donnés, a priori, en tout cas dans l'enseignement primaire, par l'éducation nationale, le livre, au moins le livre d'enseignement, était intégré dans la famille. Et c'est vrai que tu as raison, que du coup, le fait que l'enseignement ne se fasse plus par le livre, mais par Internet ou par l'informatique, c'est vrai. Tu as raison. D'accord, le décalage. Mm. D'accord. Une autre question aussi, plus en rapport avec ce dont vous avez parlé. Il n'y a pas d'autres questions? Sinon, je continue. Hein. Il y en a une. Ah ben d'accord. Juste une autre petite question. Est-ce que vous pensez que c'est intéressant de proposer aux enfants donc, de la maternelle, puisqu'aujourd'hui on parle vraiment de la trace, de l'entrée dans la trace, d'expérimenter justement par exemple le feu, par exemple les premiers symboles, de proposer ce genre d'apprentissage. Je pense par exemple à une expérience que j'ai eue en maternelle avec les hiéroglyphes. Hein, simplifié. Hein. J'étais très, très surprise de la vitesse et la curiosité avec lesquelles les petits-enfants se sont appropriés juste de quelques signes d'hiéroglyphes. Est-ce que vous pensez qu'une approche de l'écriture qui passerait par ces manipulations, mais à ce moment-là plus symboliques, qui nous remettrait sur le chemin de la découverte justement du bronze, de l'alliage, etc., que ça aurait du sens aujourd'hui, en maternelle? Moi, je le pense, mais là, Nathalie, je vais te laisser répondre. Oui. Bon, moi, je suis pas une pédagogue, hein, donc Bon, quand même. je n'enseigne pas à Oui. des petits-enfants. Moi, je pense fondamental, en fait, pour entrer dans le processus de l'écriture, d'avoir un contact avec des matières. Des matières. De Oui. toucher quelque chose, hein, et de comprendre que on laisse une trace, effectivement, c'est-à-dire quand on manipule de l'argile, on laisse la trace de nos doigts. Quand on utilise un petit bâton pour faire des petits signes comme l'écriture cunéiforme, on laisse aussi une trace. Et je trouve que ça, oui, hein, vraiment le contact avec la matière. Voilà. Moi, je vois quand même hein, dans les groupes d'enfants que je guide dans des visites, où ils ne connaissent plus les matières, où ils ne savent pas les nommer, les différencier, et que pour eux, c'est pareil. Enfin, carton et marbre, c'est pareil, hein, en fait, parce qu'ils n'ont jamais touché intentionnellement les. Voilà. Et donc, je crois que ce rapport physique, en fait, est important. D'accord. Je dirais ça, moi. Je pense aussi, pour compléter ce que tu dis, c'est évident, la matière et tout ça, il y a aussi, dans ta présentation, ce qui est très, très intéressant, c'est aussi l'évolution de la pensée. C'est-à-dire que les signes correspondent d'abord à quelque chose d'analogique, hein, puisque permet de visualiser quelque chose de la réalité simple, et puis progressivement prennent une autre dimension et s'éloignent et deviennent de plus en plus abstraits. Cette entrée dans la symbolique du signe me fait penser aussi à l'entrée de l'écriture de l'enfant, en fait. Hein, il rentre d'abord dans le dessin, hein, dont on va parler tout à l'heure, dans les dessins, et puis il entre progressivement dans quelque chose, on l'invite dans quelque chose de plus symbolique. Merci beaucoup. Alors, quelle question? Il y avait une question apparemment. Oui? Les enfants dysorthographiques sont donc très pénalisés par les fautes d'orthographe dans le regard social. Donc, je vais peut-être répéter la question pour qu'on l'entende bien, non? Donc, les enfants dysorthographiques sont très pénalisés pour la question de l'orthographe. Par les fautes d'orthographe dans le regard social. Dans le regard social. Avec des pistes pour que notre regard change. Avez-vous des pistes pour que notre regard change? Alors, c'est vrai que j'en ai parlé parce que moi, je l'ai vu beaucoup dans le monde de l'entreprise. On a un rapport à l'orthographe aujourd'hui qui est le rapport de la belle orthographe telle qu'elle existait il y a 50 ans, ou pas trop avant d'ailleurs, parce que l'orthographe a évolué. Et c'est tout le discours aujourd'hui sur l'évolution de l'orthographe avec l'académie, quel mot on accepte, quelle orthographe, est-ce que... voilà. Alors, est-ce que je suis sûre que c'est une vraie discrimination aujourd'hui? J'en suis absolument persuadée. Est-ce que j'ai des pistes pour que ce ne le soit pas? Est-ce que j'ai...
J'en ai pas. C'est vrai, je sais pas, pourtant j'ai réfléchi à ce sujet-là. Hein. J'en ai pas changé le regard social. Je n'y crois pas trop. Faire en sorte que les enfants aient une meilleure orthographe. Hein. Moi, je vois bien avec mes petits-enfants, j'en ai qui ont une très belle orthographe, j'en ai qui écrivent mal. Hein. Je ne sais pas. Oh là là, je ne sais pas répondre à la question. C'est vrai que c'est une question. Mais oui, non, mais c'est vrai parce que c'est une vraie et c'est une vraie domination. Quand je disais que c'est une domination bourgeoise, c'est une domination de la classe qui sait parler, qui sait écrire, qui je ne sais pas si peut-être que quelqu'un d'autre a une idée.